Le discours sur l'Afrique qui serait riche, on l'entend depuis tellement d'années. Mais lorsqu'on regarde la condition de vie des populations, lorsque l'on vit au quotidien la misère, la pauvreté des subsahariens, on se demande où est cette richesse dont on parle. On finit même par ne plus y croire. Et pourtant, elle est là, bien concrète. C'est la manière dont elle est exploitée qui explique ce décalage, cette condition difficile des gens. Il y a une chose que vous avez parfaitement raison. Le prêt Glencore est une démarche, je pense qu'il faut reconnaître aujourd'hui que c'est une démarche irresponsable. Mais c'était vous qui avez irresponsable. Écoutez. Des fois, nous politiques, nous ne sommes pas des techniciens à la matière, ce sont les techniciens qui font cela. C'est irresponsable. Comment c'est arrivé? Au moment où le Tchad avait donc besoin de ressources sérieusement, et tous les chantiers sont arrêtés, et toutes les sociétés de travaux sont à l'arrêt ici au Tchad, on a dit, on ne peut pas le laisser comme ça, il faut chercher des moyens pour relancer, n'est-ce pas, les chantiers déjà qu'on a au moins commencé. Nous avons trouvé une opportunité, la sortie d'une de, comment on appelle, les sociétés pétrolières du consortium, Chevron, qui avait donc 25%. On a dit, il faut qu'on achète les 25%, puisque nous ne sommes pas dans la production de notre pétrole. Est-ce que c'était le moment de le faire? Nous ne sommes pas dans la production de notre pétrole. On a dit, on va acheter les 25%. Ça, c'est un marché de dupes. Je pense qu'aujourd'hui, je me rends compte, et je le dis, je le crois, je dis, il y a un délit d'initié. Selon le rapport du collectif Le Congo n'est pas à vendre, les contrats miniers et pétroliers conclus entre le gouvernement congolais et Dan Gertler ont fait perdre près de 2 milliards de dollars américains à la RDC depuis 2003. Cette estimation prend en compte la vente de concessions minières à l'homme d'affaires israélien à des prix cassés, leur revente par ce dernier à des partenaires internationaux, ainsi qu'au gouvernement congolais, ce qui lui a permis de réaliser des bénéfices considérables, et puis la perception par Dan Gertler de royalties. Il faut souligner d'ailleurs que dans le secteur minier, les royalties sont généralement payées à l'État ou bien à des entreprises d'État. Selon le collectif, si rien n'est fait, la RDC pourrait essuyer des pertes supplémentaires de près de 2 milliards de dollars américains au cours des 20 prochaines années, soit la moitié du budget annuel du pays. Le Congo n'est pas à vendre demande donc au gouvernement de réexaminer tous ces contrats. La RDC est un pays où de nombreux soupçons entourent Glencore depuis des années, notamment concernant le rachat au début des années 2010 de 2 mines de cuivre et de cobalt. Je pense que Glencore, en signant cet accord à l'amiable avec le gouvernement Tshisekedi, évite la tenue d'un procès potentiellement, de longues poursuites judiciaires en tout cas, qui auraient mis sur la place publique l'intégralité des faits concernant Glencore dans ce pays. Mieux vaut payer 180 millions de dollars tout de suite, plutôt que de voir tous les détails les plus sordides de l'activité commerciale de Glencore dans ce pays exposée au vu et au su de tous. Lorsque l'on parle de la richesse de l'Afrique, la plupart des gens se demandent à quoi ça ressemble. C'est toujours très très virtuel. Lorsque l'on parle de la richesse des sous-sols africains, on se dit c'est quoi cette histoire? Eh bien il suffit de voyager sur le continent pour le voir. Il suffit d'arriver dans certains endroits pour comprendre à quel point nous avons été dotés de richesses que nous n'exploitons pas. Et regardez, il suffit d'aller sur le bord de cette route pour voir du fer, du minerai de fer en haute teneur. Il n'a pas encore été travaillé. Il est partout, partout. Quand vous vous déplacez, ce caillou sur la place, c'est du fer. Partout, il y a du fer. Mais les Guinéens ne peuvent malheureusement pas en profiter depuis 65 ans parce que des petits malins qui ont décelé l'immense filon, les spolient, les ont confisqués. Comment? Jusqu'à une certaine date, et c'est ce que signent les politiques, ils avaient donné ça à quelqu'un pour 35 ans. Après, on allait leur donner ces infrastructures qui sont très belles. Sur cette énorme montagne qui est bourrée de minerais de fer. Quelqu'un allait les exploiter pendant 35 ans et allait dire, je vous donne
les infrastructures. Sauf qu'au bout de 35 ans, il ne reste plus grand-chose. Personne de nous ne saura, ne sait à ce moment précis ce qui restera de là. C'est en cela que c'est intéressant, urgent et vital de se pencher sur les contrats et de garder la pression sur les dirigeants pour qu'ils les révisitent. L'histoire de la mine de Simandou illustre jusqu'à la caricature l'incurie de certains de nos dirigeants et la spoliation, le pillage dont l'Afrique est encore victime. Et elle mérite d'être connue des plus jeunes pour corriger le tir. Chaque année, l'évasion fiscale fait perdre plus de 50 milliards de dollars aux États africains. Parmi les principaux responsables, on retrouve les multinationales occidentales. Les documents auxquels on a pu accéder montrent qu'ils ont transféré des milliards de dollars d'Afrique vers des paradis fiscaux. Et pour ce faire, ils ont eu recours à pas moins de 107 sociétés offshore, c'est-à-dire des véhicules financiers qui sont établis dans les paradis fiscaux et qui servent à opacifier leurs transactions. Alors au cours de cette enquête, on s'est intéressé aux méthodes de Glencore en République démocratique du Congo. Pour obtenir des conditions favorables de la part des autorités congolaises, Glencore a eu recours au service d'un jeune homme d'affaires israélien, Dan Gertler. Et donc, on découvre par exemple dans les documents auxquels on a eu accès que M. Gertler a permis de diviser par 4 le montant d'une facture réclamée par les autorités congolaises à Glencore. On est en 2009 et des négociations portent sur des mines de cuivre au Katanga, la province minière à l'est de la RDC. Pour laisser Glencore exploiter ces mines, les autorités congolaises réclament 580 millions de dollars. Mais grâce à l'intervention de M. Gertler, ce montant est revu à la baisse. Glencore n'aura qu'à payer 140 millions de dollars. On découvre aussi qu'en échange, Glencore a octroyé à une des sociétés de M. Gertler un prêt de 45 millions de dollars, en toute discrétion. Est-ce que cette somme a servi à corrompre des officiels congolais pour le compte de Glencore? On a contacté M. Gertler, évidemment, il nie tout. Donc ça pourrait être un cas emblématique de méthode de cow-boy de multinationales occidentales en Afrique. Ce qui est cocasse, c'est qu'on a découvert dans les mails internes auxquels on a eu accès, c'est que même les avocats, depuis les Bermudes, chargés de réaliser ces montages financiers, finissent par critiquer les méthodes de Glencore. Ils parlent de pratiques sournoises qui sont finalement à la limite de l'illégalité. Vous nous présentez ce matin la compagnie la plus rentable du monde et elle n'est pas américaine, François. Et en effet, elle est bien plus profitable que les Google, Apple et autres Amazon. Elle vaut probablement bien davantage, même si elle n'est pas cotée en bourse. Elle a été créée en 1933. Elle opère dans l'un des secteurs les plus traditionnels, l'or noir. C'est Saudi Aramco, la société nationale qui exploite le pétrole d'Arabie Saoudite et qui a incidemment publié ses comptes hier. 100 milliards d'euros de bénéfices pour un chiffre d'affaires 3 fois supérieur seulement. Ce sont les plus gros profits de la planète. Oui. C'est 6 fois plus que Total, notre pétrolier national. C'est bien davantage que la Shell ou BP. C'est 2 fois plus qu'Apple. Mais pardonnez-moi, on a découvert ça hier? Oui, c'est la première fois depuis 3/4 de siècle que l'entreprise publie ses comptes, figurez-vous. Elle a donc été créée dans l'entre-deux-guerres, pour partie avec des capitaux américains, ceux de la Standard Oil. Et puis elle a été nationalisée par étapes jusqu'à la totalité du capital dans les années 70 pour devenir le principal outil économique de l'Arabie Saoudite. C'est un joyau qui fait la fierté de l'Arabie Saoudite. Aramco, la compagnie pétrolière nationale, est de très loin la première source de revenus du royaume. Elle s'apprête désormais à faire son entrée en bourse, qui pourrait être la plus importante jamais réalisée dans le monde. Je suis très fier d'annoncer qu'Aramco a reçu l'autorisation de l'Agence de régulation des marchés pour faire son entrée à la bourse de Riyad. L'introduction en bourse d'Aramco constitue la pierre angulaire du programme de réforme lancé par le prince héritier Mohammed Ben Salman. Le but, réduire la dépendance du pays au pétrole et investir dans les autres secteurs de l'économie. L'Arabie Saoudite devrait céder en tout 5% du capital de l'entreprise, dont 2% de parts qui seront mises en vente dès la fin de l'année à la bourse de Riyad. Aramco pourrait ensuite céder 3% supplémentaires sur une place financière étrangère.
Le nombre d'actions à vendre et leur valeur restent encore à déterminer. Initialement prévue en octobre, l'introduction en bourse d'Aramco a été plusieurs fois retardée. En cause, la valorisation de l'entreprise, jugée trop élevée par les analystes financiers. Riyad espérait une capitalisation boursière de 2000 milliards de dollars, mais les experts évaluent plutôt le groupe entre 1200 et 1500 milliards de dollars. Ils pointent du doigt notamment la baisse des prix du pétrole. Aramco n'en reste pas moins l'entreprise la plus rentable au monde, avec une capacité de production qui dépasse les 12 millions de barils par jour, soit 10% du pétrole mondial. En 2018, l'entreprise a affiché un bénéfice net de 111 milliards de dollars, soit plus que les bénéfices cumulés d'Apple, de Google et d'ExxonMobil. Et c'est pour attirer l'attention des Africains et du monde entier sur cette question, notamment des minerais, du sous-sol, que nous nous sommes lancés il y a 1 an et demi, sans grande prétention, dans la mission de montrer la réalité, celle qui nous est accessible. Et ce que nous découvrons chaque jour nous conforte dans l'idée qu'il est urgent que les Africains, notamment les subsahariens, prennent conscience de l'immense cadeau que la nature leur a offert et que les plus jeunes s'emploient autant qu'ils le peuvent à mettre fin au pillage dont ils sont l'objet. Leurs parents ne savaient pas, ils ignoraient l'importance de ces minerais. Cela ne signifiait pas grand-chose pour eux. Eux, plus instruits, plus ouverts sur le monde, le savent et ne sauraient laisser se perpétuer cette incongruité.